Bonjour à tous, voici donc la dernière vidéo de l'année qui va vous permettre de tout comprendre sur ce dernier chapitre, le chapitre 8 sur le devenir de la matière organique qui n'appartient plus à un être vivant. Alors, comme vous le savez très bien, on l'a vu en classe, les êtres vivants, donc les animaux, les végétaux, etc., produisent de la matière, par exemple pour les végétaux, les feuilles, les brindilles, le bois, la tige, et pour les animaux, les os, les cheveux, les poils, les cellules, etc. Donc produisent de la matière organique au cours de leur croissance et de leur développement. Si les êtres vivants produisent de la matière organique, c'est parce qu'eux-mêmes consomment dans leur alimentation de la matière organique produite par d'autres êtres vivants. Par exemple, un animal va consommer des végétaux, donc il consomme de la matière organique végétale. Il peut aussi consommer de la matière organique animale s'il mange du poisson ou de la viande, par exemple. Cette matière organique est produite à la base par les végétaux à l'origine qui vont produire de la matière organique à partir de la matière minérale. Donc souvenez-vous, la matière minérale, c'est l'eau, le dioxyde de carbone et les sels minéraux du milieu. Et aussi, ils utilisent la lumière pour produire cette matière organique. Mais comme vous le constatez tous souvent, en automne, comme on l'avait vu en classe au mois de novembre, si on va en forêt, on voit au sol plein de feuilles d'arbres, plein de brindilles, d'écorces, etc. Et pourtant, en été, eh bien, si on va dans la forêt, on n'a plus tout ça au sol et c'est étrange. Toute cette matière organique qui est tombée au sol semble avoir disparu. À votre avis, que sont-ils devenus? Eh bien, en fait, ils n'ont pas tout ce qu'on trouve au sol n'a pas disparu, ça s'est en fait transformé dans l'environnement, ça a évolué en une autre chose qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Ici, vous avez une coupe dans le sol, on a creusé le sol en fait pour voir ce qu'il y a dedans, et on voit bien qu'en surface, on a la couche dont on vient de parler à l'instant, avec les feuilles d'arbres, les brindilles, etc. Et en dessous, on a de la terre de plus en plus sombre, de plus en plus fine, et qui contient des petits morceaux de feuilles, des petits morceaux de bois, tout petits. En fait, cette couche-là, vous la connaissez bien, on l'appelle l'humus, et c'est un petit peu comme le terreau qu'on met dans les bacs pour faire le jardin. En fait, l'humus, c'est de la terre avec quelques petits morceaux de feuilles fragmentés, qui ont été découpés, et des petits morceaux de bois. Plus on va en profondeur dans le sol, moins on a de terre et plus on a des cailloux, de la roche. Donc certains l'ont découvert en classe, le sous-sol n'est pas constitué que de terre. En fait, en profondeur, on a aussi de la roche. Et donc la terre, c'est vraiment en surface. Le sol, vous voyez, il y a plusieurs couches qui évoluent différemment. Mais tout ça, c'est pareil, c'est étrange. Est-ce que ces couches de terre, finalement, ces couches de sol, sont toujours les mêmes d'une année à l'autre? Est-ce qu'elles évoluent? Comment ça se passe? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Ah oui, donc la première couche du sol qui contient les feuilles mortes et les brindilles, voire aussi les restes d'êtres vivants, on appelle ça la litière. C'est vraiment la première couche sur laquelle on marche. Certains d'entre vous ont peut-être dans leur jardin un compost. Et on a vu en classe un petit peu ceux qui avaient un compost, ils nous ont expliqué ce qu'était l'intérêt d'un compost. En fait, le compost, on va mettre dedans nos épluchures de légumes, nos déchets alimentaires, etc. En fin de compte, vous le savez maintenant, on met dedans tous les déchets organiques, toute la matière organique, parce que tous ces déchets-là vont se transformer au cours du temps en une matière plus fine, fragmentée, transformée, et qui va servir après d'engrais pour le jardin. Donc plutôt que mettre dans la poubelle ménagère, la poubelle dans la cuisine, tous ces déchets organiques qui vont finir brûlés dans les stations après de tri, et bien en fait ici cette matière on la recycle, on la réutilise pour après donner à manger au sol. Parce qu'en fait cette matière organique va donner plus tard, avec beaucoup de temps, de la matière minérale, et cette matière minérale, souvenez-vous, elle sert d'aliment aux végétaux. Pareil, très récemment, enfin depuis quelques années maintenant, on peut voir sur les emballages, par exemple sur les emballages de baguettes de pain, sur les emballages de fruits et légumes au supermarché, la mention biodégradable. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais en fait biodégradable, ça veut dire que ça peut se dégrader naturellement de façon biologique par les éléments du sol. Ça veut dire que si on jette
par erreur ou si on met ça dans le compost des sachets biodégradables, eh bien on ne va pas polluer l'environnement parce qu'ils vont se dégrader rapidement de façon naturelle. Par contre, certaines fois, si on se balade en forêt ou au bord des plages, on voit souvent des associations qui ramassent des déchets. C'est un peu étonnant parce qu'on pourrait se dire, ça va se dégrader, ça va se transformer au cours du temps, comme ce qu'on met dans le compost ou comme les feuilles d'arbre au sol au printemps. Et pourtant, ils les ramassent. C'est bizarre. À votre avis, pourquoi ces déchets ne disparaissent-ils pas naturellement? Eh bien, en fait, ces déchets, ils ne sont pas toujours constitués de matière organique, donc ils ne vont pas se dégrader naturellement, ils vont polluer l'environnement, rester dans l'environnement des centaines, voire parfois des milliers d'années, et même pouvoir polluer l'environnement. Donc ces déchets qui sont jetés par les êtres humains parfois volontairement dans l'environnement, c'est très grave parce que finalement ça va polluer l'environnement, ça ne va pas se dégrader. Donc ces associations, ces groupes de personnes qui viennent récupérer les déchets, ils veulent en fait nettoyer l'environnement parce qu'ils savent que ces déchets ne sont pas biodégradables. Donc il faut bien faire attention à ce que l'on jette dehors. Donc c'était le dernier chapitre de l'année. Donc dans votre cahier, sur une nouvelle page, il fallait écrire chapitre 8, le devenir de la matière organique produite par les êtres vivants. Et le problème, que devient la matière organique produite par les êtres vivants à leur mort? L'hypothèse que vous avez souvent faite, c'était que la matière organique se transforme, se dégrade ou se décompose. Ces trois idées-là peuvent être notées. Dans le premier atelier, on parlait du sol, qui est un milieu complexe où se décompose la matière organique. On voit ici que le sol est organisé en plusieurs couches. Donc, tout d'abord, la litière, la première couche constituée de brindilles et de feuilles mortes. Ensuite, on a l'humus, c'est la terre un peu plus sombre sous la litière qui est très riche en matière organique mais plus fragmentée. On va avoir des petits bouts de feuilles, des petits bouts de brindilles, etc. Et enfin, la dernière couche de sol, ça va être comme de l'humus, mais cette fois-ci, il y aura beaucoup plus de matière minérale, beaucoup plus de roches qui vont provenir d'une part de l'humus, mais aussi de la dégradation des éléments du sous-sol, donc en dessous du sol, constitués de roches. Sous nos pieds, en profondeur, c'est de la roche, la terre, elle est rocheuse. C'est pas une boule de feu, c'est vraiment de la roche, c'est dur. Donc voilà pour ce premier document de l'atelier numéro 1, constitué des éléments du sol. Ensuite, dans ce nouveau document, on vous parle de la litière du sol. Là, vous avez une belle photo de la litière et c'est quelque chose que vous connaissez très bien. On retrouve bien les feuilles mortes et les branches de bois. Donc en fait, la litière va se décomposer, va se dégrader, se transformer en une nouvelle matière qu'on appelle l'humus. Donc l'humus est la deuxième couche du sol. Mais l'humus, il n'est pas à son stade final de la décomposition. L'humus va également se transformer, c'est-à-dire se décomposer, se dégrader en autre chose, en matière minérale appelée sels minéraux. Donc au tout départ, on a de la litière, constituée de matière organique, qui va se décomposer en une nouvelle matière organique appelée l'humus. Et l'humus va à son tour se décomposer en une nouvelle matière qu'on appelle la matière minérale. Et cette matière minérale, elle est constituée des sels minéraux utilisés par les plantes pour bien grandir. Souvenez-vous de ça, c'est très important. Ce document montre bien ici en fait que dans le sol, on a une évolution entre la matière organique jusqu'à la matière minérale, mais ça progressivement en fonction du temps et sous plusieurs stades. Les couches du sol, finalement, ce sont les couches des stades de décomposition de la matière organique. Et enfin, dans ce dernier document, on a ici un petit appareil qu'on appelle l'appareil de Berlez. Donc ici, on va prendre de la terre du sol. La terre, vous le savez, c'est un environnement humide et sombre. Et donc, on va mettre au-dessus de cette terre humide qui de base est dans un environnement sombre, une source de lumière. La lumière va produire également de la chaleur et donc les éléments qui sont dans cette terre, qui aiment l'humidité et qui aiment le milieu sombre, vont pas être contents du tout. Alors le réflexe, ça va être de fuir cette source de chaleur et de lumière et ils vont tomber dans ce petit récipient pour fuir. Dans ce petit récipient, on va récupérer les éléments de la litière qui ont fui la lumière et la chaleur. S'ils ont fui, c'est qu'ils sont vivants, ils ont eu un comportement de fuite. Et donc, ça veut dire que dans le sol, il y a des petits êtres vivants.
Vraiment, ayez bien en tête que le sol, sous le sol, dans l'humus, là, la terre, si vous grattez dans votre jardin, c'est vraiment humide et sombre. Quand vous grattez, vous l'exposez à la lumière, mais naturellement, c'est sombre. Vraiment, le fait de mettre de la lumière au-dessus d'eux, ils vont vraiment pas être contents, ils vont fuir pour essayer de retrouver du sombre, sauf qu'ils vont tomber dans l'entonnoir, on va les récupérer. Et si on les observe à la loupe, tout ce qu'on récupère, en fait, on se rend compte que dans le sol, il y a plein d'insectes, plein d'animaux, plein d'êtres vivants, donc, qu'on appelle les décomposeurs. Les décomposeurs, ce sont les êtres vivants du sol qui vont consommer les éléments du sol, donc les déchets végétaux, les feuilles, les brindilles, mais aussi les petits cadavres d'animaux, etc. Nos décomposeurs, là, ils vont manger toute notre matière organique devenue morte, les feuilles mortes, etc. La semaine prochaine en classe, pour ceux qui vont venir, on va en observer à la loupe binoculaire parce qu'on a récupéré avec Madame Marquet, on a réalisé un barlèse pour récupérer les êtres vivants pour que vous puissiez les observer en classe. Voici les 3 questions que vous deviez répondre en relation avec l'atelier 1. Donc, comment nomme-t-on la matière organique tombée sur le sol? La réponse, c'est la litière, la matière organique tombée sur le sol, donc la première couche du sol, c'est bien la litière. Ensuite, question numéro 2. Expliquez ce que devient la matière organique tombée sur le sol. Donc la litière qui tombe sur le sol ne va pas rester comme ça, comme vous l'avez vu, elle disparaît, elle se transforme. Que devient-elle? Eh bien, cette litière va se décomposer en une matière organique appelée l'humus. L'humus va ensuite se dégrader à son tour en une nouvelle matière appelée matière minérale. Et toute cette évolution, cette transformation de matière, ça se fait au cours du temps par les décomposeurs, donc les êtres vivants du sol. Donc dans le sol, la litière donne de l'humus qui va donner de la matière minérale par l'action des décomposeurs qui se nourrissent de cette matière organique. Question numéro 3. Que trouve-t-on dans le sol? Eh bien dans le sol, on trouve de la matière organique, donc les feuilles, les êtres vivants morts, les brindilles, donc la litière. On trouve aussi de l'humus avec beaucoup de matière organique et des petits fragments de feuilles et de brindilles. On trouve les décomposeurs, donc les êtres vivants du sol, et on trouve aussi de la matière minérale avec les fragments de roche. Donc il y a de la roche, donc de la matière minérale, mais aussi de la matière organique. Donc notre problème est toujours le même, que devient la matière organique produite par les êtres vivants à leur mort? Donc là on vient de voir la structure du sol, donc de quoi il était composé. Maintenant on va s'intéresser dans cet atelier numéro 2 aux décomposeurs du sol. Donc en fait, nos décomposeurs dans le sol vont vraiment consommer, manger tout ce qu'il y a comme matière organique dans leur milieu. Eux, ils se nourrissent de tous ces déchets. Ils les mangent, ils les nettoient en fait. Ils nettoient le sol parce qu'ils vont tout manger. Donc tous les restes d'êtres vivants, les animaux morts, les feuilles mortes vont disparaître petit à petit par une transformation. S'ils arrivent à disparaître et à se transformer, c'est vraiment parce que dans le sol, on a plein de petits décomposeurs. Pour comprendre comment ça se passe, on a étudié en sciences tous les échantillons du sol contenant des êtres vivants, on a regardé comment ils fonctionnaient et on s'est rendu compte que chaque être vivant du sol ne mangeait pas la même chose. Chaque être vivant mange quelque chose de particulier, ça va permettre de favoriser la décomposition. Donc, il y a donc une grande diversité d'êtres vivants qui n'ont pas du tout la même alimentation. Ils mangent tous de la matière organique, mais pas les mêmes éléments. Donc voici des photos des différents êtres vivants du sol. Voilà. Dans chaque morceau de terre, on a un petit peu tout ça. Et là, dans ce tableau, on vous dit par exemple que le colombole, il mange des végétaux et des champignons. Que le pseudoscorpion, lui, va manger les colomboles ou les oribates. Le ver de terre mange les feuilles, etc. Vous voyez que chacun mange autre chose. Et en plus de ça, on a des champignons, ici qu'on voit en blanc, et des bactéries qui, eux, vont également manger les éléments du sol. Ils arrivent souvent à la fin, ils vont manger les petits éléments, et eux vont les transformer en matière minérale. Donc c'est super. Ils mangent tout ce qui reste. Donc voici les questions que vous aviez pour cet atelier numéro 2 intitulé « Les décomposeurs du sol ».
À partir des documents 1 et 3, vous deviez construire un exemple de chaîne alimentaire en représentant les relations alimentaires par une flèche qui signifiait « et mangé par » entre les êtres vivants impliqués. Je vous l'avais expliqué en classe, ça. La flèche, on aimerait la mettre dans l'autre sens, mais en fait, en science, ça a été décidé comme ça. La noisette, là, elle va vers l'écureuil. C'est l'écureuil, il mange la noisette. Donc la flèche, elle pointe celui qui mange. L'écureuil, il mange la noisette. Donc la noisette se déplace dans le sens de la flèche vers l'écureuil. On imagine toujours la pointe de la flèche pour vous aider vers la bouche de celui qui mange. Pour ça, quand on est perdu, on se dit l'aliment, il va vers qui le mange, et comme ça, on arrive un peu à se souvenir dans quel ordre on met nos flèches. Donc vous avez vu, on a plein d'êtres vivants différents qui mangent plein de choses différentes. Donc pour faire cette petite chaîne alimentaire, entre qui mange quoi, on pouvait prendre quelques êtres vivants simplement pour se simplifier la tâche. Par exemple, moi, ce que je vous proposais, c'était de partir d'une feuille, de dire que la feuille allait manger par les oribates. L'oribate est mangé par le pseudoscorpion. Donc, une fois que l'oribate a mangé la feuille et qu'il va mourir, le pseudoscorpion va arriver et va manger l'oribate. Il va aussi manger le columbole. Vous avez vu, le columbole est mangé par le pseudoscorpion. Mais si le pseudoscorpion meurt, par exemple, eh bien les champignons et les bactéries vont manger le pseudoscorpion. Là, je ne l'ai pas mis, mais on pouvait le rajouter. Mais ce que j'ai mis ici, c'est que le columbole, eh bien lui, il va manger les champignons de la feuille. Les champignons, là, sont mangés par le columbole. Voilà, on a un petit exemple de chaîne alimentaire dans le sol. On pouvait mettre plein d'autres exemples. Vous mettez ce que vous voulez. Question numéro 2. Que devient finalement la matière organique du sol? Eh bien, la matière organique du sol, on l'a vu tout à l'heure dans la diapo numéro 3, elle devient de la matière minérale. Les bactéries et les champignons, ils vont manger les restes de matière organique et la transformer en matière minérale. Donc j'ai répondu à la question numéro 3 en même temps. Ce sont les champignons et les bactéries qui transforment la matière organique en matière minérale. Pourquoi peut-on dire que la matière organique est une matière biodégradable? Biodégradable, ça veut dire décomposition de matière organique par des êtres vivants. Donc si la matière organique du sol elle est biodégradable, c'est parce qu'elle va être dégradée naturellement par les êtres vivants du sol. Enfin, dernier atelier, devenir de la matière et environnement. Donc là, on parle de matière au sens large et pas seulement de matière organique ou de matière minérale. Je vous rappelle qu'une matière est biodégradable lorsqu'elle est progressivement dégradée par les êtres vivants. Mais vous savez maintenant que toutes les matières ne sont pas aussi facilement dégradées parce que toutes les matières ne sont pas des matières organiques. Souvent, voilà, on constate plein de déchets dans la nature, tout le temps, partout. On voit des bouteilles en plastique, des boîtes d'aliments, des canettes, des bouteilles en verre. On voit plein de déchets et c'est assez triste. Et là, vous voyez qu'une bouteille plastique met environ 100 à 1000 ans à se décomposer. Une canette de soda, par exemple, va mettre 200 à 500 ans pour se dégrader. Et ça va jusqu'à 4000 ans pour le verre. Donc, vous voyez que contrairement à une pelure de fruits qui peut mettre 3 mois à se dégrader, une bouteille en verre, c'est des milliers d'années nécessaires pour sa dégradation. Donc, c'est très très grave. Heureusement, aujourd'hui, les grandes entreprises industrielles ont bien conscience du problème de la dégradation des emballages et donc ils ont changé la composition des emballages alimentaires. Par exemple, ici, on a des sacs en plastique qui sont plus en plastique, qui sont maintenant produits en une matière organique d'origine végétale, ici en maïs, en amidon de maïs, donc vraiment ce qu'il y a dans le maïs, quoi. Donc ce sont des sacs qui se dégradent naturellement dans l'environnement. Pareil pour cette boîte à œufs qui semble être en plastique, mais en fait elle est biodégradable, elle est en maïs également. Les questions étaient, chercher une explication à la durée de vie plus ou moins longue de nos déchets dans l'environnement à l'aide du document 1. Eh bien en fait, si on regarde le document 1,
on peut voir que certains déchets sont d'origine végétale. Par exemple, les pelures de fruits, le papier. Le papier, ça vient du bois. Donc en fait, tous les déchets qui ont été transformés par l'homme, mais qui sont d'origine végétale, bien vont se dégrader plus vite parce qu'ils sont biodégradables. Ils ont été transformés, c'est sûr, mais ils sont d'origine végétale. Le papier, c'est du bois. Les fruits et les légumes, c'est de la matière végétale. Par contre, les autres déchets qu'on a ici, bouteilles plastiques, les pneus en caoutchouc, le verre, etc., eux ne sont pas biodégradables. Parce qu'ils ne sont pas d'origine végétale ni d'origine animale. Ce n'est pas de la matière organique. Donc tout ce qui n'est pas de la matière organique met beaucoup de temps à se dégrader parce que ça va se dégrader pas par les êtres vivants de l'environnement, mais par les intempéries, la pluie, le sel de mer, etc. Donc ça met beaucoup de temps et ça se dégrade pas vraiment, ça se fragmente en fait en petits morceaux qui vont rester dans l'environnement tout le temps. Donc là, ces éléments que j'entoure là, eux sont biodégradables, se dégradent naturellement par l'environnement. Donc c'est comme ça qu'on peut expliquer la durée plus ou moins longue de nos déchets dans l'environnement, parce qu'il y en a qui sont biodégradables, qui vont se dégrader naturellement par les êtres vivants, et d'autres qui ne le sont pas, et qui vont être fragmentés avec des centaines d'années par les aléas météorologiques. Question numéro 2, et dernière question. Comment expliquer comment l'être humain peut préserver au mieux son environnement? Eh bien, l'être humain, pour préserver son environnement, il peut changer la composition de ses emballages alimentaires et par exemple produire des emballages en amidon de maïs, donc en matière végétale, au lieu de matière plastique. Comme ça, si les personnes jettent dans l'environnement leurs déchets, il ne faut pas le faire, il faut mettre à la poubelle, mais certaines personnes le feront quand même, eh bien au moins ça va se dégrader naturellement au cours du temps. Donc voilà pour ce dernier chapitre. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions. Et n'oubliez pas de vous corriger au stylo vert, puis de noter le petit bilan ici. Le sol est un mélange de matières organiques, donc on a les restes d'êtres vivants et les êtres vivants, les décomposeurs, mais aussi de matières minérales, sels minéraux. Les êtres vivants du sol, donc les décomposeurs, se nourrissent des restes d'êtres vivants. Ils transforment la matière organique en matière minérale, utilisable par les végétaux. C'est la décomposition. Les déchets organiques sont biodégradables, ils se dégradent en quelques années maximum. Les déchets non organiques, par exemple le verre, rejetés par l'être humain ne sont pas biodégradables et peuvent rester plusieurs centaines d'années dans l'environnement. L'être humain doit donc adopter une attitude responsable et respectueuse de l'environnement, exemple, recycler les déchets.